Écoutez, je suis ravi de vous retrouver cette année encore. En effet, on va parler des jeunes et du travail. J'ai l'impression que d'un coup, on rajeunit assez sévèrement la moyenne d'âge des intervenants depuis le début de la journée, là, puisqu'on va passer à 3 fois en dessous de 30 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais faire, dans un premier temps, je vais vous donner rapidement les enseignements de l'enquête qu'on a conduite en septembre avec Opinionway sur le thème qui va s'afficher dans quelques instants, si ce n'est pas le cas. Avant de vous présenter et puis de vous donner bien évidemment la parole, vous avez beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on a conduit cette enquête. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, beaucoup d'études qui ont été faites sur le thème des jeunes et du travail, liées à l'actualité, liées aux difficultés de recrutement, d'engagement qu'on peut avoir dans les entreprises. Pour autant, on avait trouvé que peu d'études traitaient de la valeur que les jeunes donnent au travail et de la place de l'entreprise dans cette valorisation. Donc on a fait un travail en septembre et vous le voyez, on ne s'est volontairement pas concentré et focalisé sur la Gen Z et sur, on va dire, les moins de 25 ans, comme beaucoup d'études l'ont fait. On a pris une définition des jeunes actifs qui va jusqu'à 45 ans, désolé pour les autres, mais en tout cas qui nous permet de regarder les trentenaires et les quadras qui nous semblent importants à bien comprendre aussi et à bien accompagner dans ces réflexions-là. Alors le premier constat sur le premier chapitre qu'on a appelé « Rebâtir du lien social », on l'a évoqué pas mal ce matin et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces jeunes actifs, ils sont globalement engagés dans leur travail. Alors, différentes natures d'engagement, je ne vais pas les détailler ici, vous le retrouverez dans le détail de l'étude. Mais ils sont globalement engagés, donc le sujet grosse fatigue, big quit, etc., c'est pas tellement ça le débat. Par contre, ce qui nous semble plus préoccupant, c'est le manque d'attachement à l'entreprise qui se traduit par plusieurs choses. Alors vous voyez ici, c'est l'écart qu'il y a entre l'engagement et l'attachement, mais il se traduit également par le fait que ces jeunes actifs ont du mal à trouver leur source d'inspiration professionnelle et de réussite dans le monde de l'entreprise. Vous voyez qu'on leur pose la question de quelles sont les personnes qu'ils admirent et qui inspirent leur parcours professionnel. En fait, c'est leur entourage, c'est dans une proportion assez sidérante, en fait, personne. Et puis, c'est des sportifs et des artistes. Alors c'est aussi peut-être, François, enseignement pour l'année prochaine, les années qui suivent, peut-être de faire venir plus d'artistes et de sportifs qui sont, semble-t-il, des figures d'inspiration. Donc voilà, ce manque d'attachement, il se traduit à notre sens par ça également. Et puis, par un autre point qui est quand on les interroge sur qui ils comptent pour réussir dans leur vie professionnelle, c'est assez frappant de constater qu'ils comptent avant tout et d'abord sur eux-mêmes. Donc on est là dans un recentrage un peu sur soi, sur la sphère privée. Ça traduit une forme d'individualisme que je pense un certain nombre d'organisations ont beaucoup mis en place aussi par les processus, par des accompagnements peut-être ultra individualisés dans les GPEC, etc. Le télétravail, vraisemblablement, recentre aussi sur soi. Mais donc, on est face à ce constat qui est assez frappant de compter avant tout et d'abord sur soi-même. Voilà, donc sur ce premier chapitre, finalement, on retient 3 choses. Le premier, c'est ce manque d'attachement un peu structurel à l'entreprise. On va y revenir. Le deuxième point, c'est la nécessité de renforcer la confiance en fait au sein de l'entreprise. Il y a envers l'entreprise, mais au sein de l'entreprise, et on va y revenir au travers de différents leviers. Et puis, le dernier élément, c'est ce recentrage en fait sur la sphère privée. Donc, sur ce premier chapitre, on formule 3 pistes de travail et de recommandations. La première, c'est finalement de retravailler à rebâtir et à renforcer des liens horizontaux dans l'entreprise. Donc, il y a pas mal de dispositifs de coopération, d'entraide intergénérationnelle. On va y revenir notamment avec Jasmine dans un instant. Ça nous semble être un premier point de travail important. Le second, c'est de rétablir des liens sociaux verticaux. Alors, bien évidemment, ça passe par le management. Et on y reviendra via le développement de l'autonomie. Mais au-delà de ça, il nous semble important de travailler au rapprochement et au dialogue entre les couches hiérarchiques de l'entreprise et de renouveler, alors le dialogue social et la représentation syndicale certainement, mais le dialogue professionnel à ce point, enfin on souscrit à 200% à ce que disait Jean-Dominique Sénard ce matin, c'est que le dialogue professionnel, qui est très différent du dialogue social, est à reconstruire et à renourrir de manière très importante dans les organisations. Je vais vite sur le deuxième chapitre qu'on avait appelé autour de réanimer les communs. Le premier élément frappant, c'est le rapport ultra-transactionnel de ces jeunes générations
à l'entreprise et au travail. Donc ça passe par quoi? Par la priorisation du salaire comme étant le premier critère de réussite professionnelle qui subsiste et qui est cité avec honnêtement peu d'écart entre 20 ans, 30 ou 40 ans. Donc le salaire est le principal critère de réussite professionnelle pour ces tranches d'âge-là. L'équilibre vie pro-perso, vous le voyez, arrive en deux. Donc on est quand même face à des éléments autour des conditions de travail et des conditions d'exercice du métier qui sont extrêmement importantes dans ce qu'on associe à la réussite professionnelle. Le deuxième point qui nous a frappé, c'est la mise au second plan des responsabilités, enfin de l'exercice des responsabilités et de l'encadrement, de fait d'avoir sous sa responsabilité des équipes. Alors vous ne le voyez même pas ici parce que le nombre de personnes sous sa responsabilité, je crois que c'était 1,5% dans ceux qui le citaient en premier. Donc on a une attractivité des responsabilités et du rôle managérial qui nous semble ici aussi un point d'interpellation et pas au bon niveau. Et le dernier point que vous retrouvez dans l'enquête détaillée, qui nous a frappé, c'est le déclassement aussi des éléments relatifs au métier. Donc le travail, c'est un métier et un emploi. Le métier, c'est les compétences, c'est le travail fourni, c'est le geste métier. Et ces éléments-là qui nous semblent extrêmement intéressants aussi à revigorer, je dirais, dans l'entreprise, sont peu cités par ces jeunes générations-là. Pour autant, il y a des bonnes nouvelles. Vous voyez, l'impact du métier exercé au quotidien, 23% le cite dans les 3 premiers critères de réussite professionnelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, sur à nouveau 3 pistes d'action et de réflexion sur ce chapitre. La première, c'est la resacralisation de la fonction managériale. L'environnement et le contexte un peu mécaniste et individualiste dans lequel on est, probablement est entretenu par des managers qui ne jouent pas le rôle qu'on peut attendre d'eux. Et donc je pense qu'il est urgent de redonner aux managers un vrai rôle d'accompagnement et de développement des équipes dont ils ont la charge, au-delà du command and control qu'on peut encore trop souvent voir et constater. Le deuxième point, c'est la revalorisation du métier. J'en ai parlé, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et le troisième point, c'est de travailler aussi au développement de cultures d'entreprise qui favorisent des liens affinitaires entre les équipes, mais des liens affinitaires entre les équipes et l'entreprise pour nourrir cet attachement sur lequel je démarrais mon propos. Voilà. Avant de rentrer dans la discussion, sur le dernier chapitre, plusieurs choses que je voulais partager avec vous. En fait, on pourrait avoir tendance à se dire que dans ce contexte où on voit que l'individualisme et ce registre un petit peu transactionnel entre l'employé et l'employeur est très présent, une des réactions pourrait être de se dire en tant que dirigeant, en fait, très bien, je vais adopter, si c'est ça les attentes, restons dans ce registre-là. Et pourquoi s'embêter à travailler sur les raisons d'être, sur les expériences collaborateurs, etc. Mais je pense que dans le contexte dans lequel on est, de transformation et de transition, on a besoin d'avoir de l'audace, d'avoir des gens qui prennent des risques et qui soient des catalyseurs de transformation par rapport aux transitions qu'on connaît tous. Et ça ne peut pas s'exercer et se développer dans un monde et dans un registre transactionnel et individualiste. Donc on a besoin d'aller chercher des catalyseurs de ces transformations-là. Et nous, on les voit en partie, et on pourra en discuter, dans ceux qui sont finalement capables de faire un trade-off entre moins de salaire et plus d'impact. Donc dans l'enquête, vous verrez, on a demandé aux jeunes quels arbitrages ils sont prêts à faire entre 2 jobs. Voilà, je suis prêt à moins de salaire, mais pour avoir quoi en face? Alors d'abord, plus de meilleures conditions de travail, de la flexibilité, etc. Mais un certain nombre d'entre eux sont prêts à moins de salaire et plus d'impact. Alors ça peut paraître peu, mais ça nous semble intéressant de les identifier, de les recruter et peut-être de construire via ces personnes-là des nouveaux modèles d'inspiration et de transformation des entreprises. Voilà, donc c'est la principale idée sur ce dernier chapitre, et puis je vous laisserai prendre le détail dans l'étude que vous pouvez télécharger ou que vous avez dans vos tote bags. Voilà, merci sur ces éléments-là. Alors, on va essayer de vous garder éveillés. Peut-être Jasmine, dans un premier temps, vous êtes directrice générale de Youth Forever.
C'est une association qui a vocation à fédérer et à faire monter en puissance les engagements des organisations à l'égard de la jeunesse. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous autour de cette table. Bienvenue. Arthur, vous êtes l'un des fondateurs de Team for the Planet, puisque vous ne pouvez plus dire l'autre mot. C'est un mouvement citoyen né à Lyon. Alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent, voire sont peut-être associés. Peut-être on peut lever la main, ceux qui sont associés. Voilà, donc pour les autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire après la table ronde. Et donc, Team for the Planet est une holding d'investissement dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Et voilà, merci Arthur d'être avec nous aujourd'hui aussi. Florence, vous êtes directrice nationale d'entrepreneurs dans la ville. C'est un programme d'accompagnement créé par Sport dans la ville, qui est une association bien connue des Lyonnais, et qui forme et qui accompagne à la création d'entreprises des jeunes de 20 à 35 ans, issus des quartiers populaires. Et nous sommes également très heureux de vous avoir à nos côtés. Voilà, alors, ce qui est intéressant avec vous trois, c'est que vous avez à la fois un rôle d'observateur assez intéressant de ce que les jeunes attendent et ce qu'ils veulent, et puis vous en êtes des représentants aussi. Donc c'est à ce titre-là qu'on va vous écouter maintenant. Peut-être, Arthur, dans un premier temps, finalement, l'écart que j'évoquais tout à l'heure entre l'engagement et l'attachement à l'entreprise, est-ce que c'est pas ce que vous avez vécu il y a quelques années dans votre parcours professionnel, quand vous avez abandonné une entreprise assez classique pour rentrer dans l'aventure dans laquelle vous êtes aujourd'hui investi à 200%? Oui, en effet, c'est ce que j'ai vécu, puisque pour la petite histoire, moi je montais des boîtes dans le digital avant, et ma dernière expérience avant de monter Team for the Planet, c'était de gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui était un concurrent de TikTok. Pas évident de concurrencer TikTok, mais belle aventure, parce qu'en 2 ans, on a levé 300 millions d'euros et on est passé de 3 personnes à 400. Donc c'était quand même une aventure intéressante. Mais c'est vrai que moi, ma réalisation principale à ce moment-là, c'était de me rendre compte de la puissance incroyable qu'on avait entre les mains, avec ces outils digitaux qui touchaient des centaines de millions de personnes partout dans le monde, qui pouvaient avoir une influence incroyable sur les comportements, sur les opinions, sur des choses qui sont quand même, je pense, importantes pour aller dans le bon sens au niveau sociétal, et de les utiliser à la fin pour faire danser des gamins un peu dégénérés sur une application. Ça posait quand même pas mal de questions, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu envie de me dire comment est-ce qu'on a la responsabilité d'utiliser ces outils qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a tous un panel d'outils surpuissants. Qu'est-ce qu'on veut en faire et au service de quoi est-ce qu'on veut les mettre? Et c'était vraiment la réflexion qui m'a conduit à me dire que on peut utiliser ces outils pour des choses qui font vraiment plus sens que la plupart des utilisations qu'on en voit aujourd'hui, et notamment pour les grands challenges de notre siècle, puisque on est quand même dans un siècle où c'est assez décisif, il va falloir qu'on soit bon, et on a une responsabilité, nous, les entreprises, les entrepreneurs, plus que beaucoup d'autres, parce que, en fait, qu'est-ce qui va changer le monde plus que les entreprises aujourd'hui? Enfin, les entreprises, c'est ce qui met la force de travail de l'humanité en action au service d'un projet de société. Et c'est les entreprises qui sont le plus, je crois, capables de transformer notre société, notre monde, pour nous emmener vers un meilleur projet de société. Donc je crois qu'on n'a pas d'acteurs aujourd'hui dans la société qui ont plus la responsabilité que nous de se poser ces questions de à quoi sert mon entreprise, pourquoi j'existe en tant que personne morale, et à quoi est-ce que je dois mettre mes moyens, au service de quoi je dois mettre mes moyens. Et on le voit, c'est difficile parce que le siècle passé avait des challenges complètement différents. Là, tous les challenges ont fait peau neuve. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui ont vraiment pris le dessus. Et donc, il faut qu'on ait ce temps, je pense, de réflexion en tant que chef d'entreprise où on se dit pourquoi j'existe en fait? Pourquoi je fais cette boîte? Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi je travaille 100 000 heures dans une vie? C'est à peu près le temps qu'on travaille. Pourquoi je mets un réveil? Pourquoi je me coltine peut-être des bouchons? Ça sert à quoi en fait? Et si on oublie de faire ça et qu'on se fait happé par cette méga machine d'hyper-productivité, de toujours transformer 1 euro en 2 euros, et qu'on perd la notion de pourquoi, je pense qu'on n'est pas digne de notre responsabilité de chef d'entreprise. Et sur les figures d'inspiration que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'évoque? Enfin, tes figures d'inspiration personnelles, toi, enfin professionnelles, c'est qui? C'est vrai que c'est plutôt des écrivains, ou c'est plutôt parce que je pense qu'il y a une lecture de la société qui est parfois plus intéressante sur certains de ces acteurs. Après, ça reflète aussi la façon dont on fonctionne et les gens qu'on va déifier. Le chef d'entreprise a peut-être un peu perdu la cote parce que, justement, il est tout le temps vu comme le grand méchant et celui qui fait que le monde ne va pas dans le bon sens. Je pense qu'on peut prouver que c'est faux, en fait, et que les entreprises sont
au contraire, bien plus que le problème, la solution pour nous permettre d'aller dans le bon sens. Mais je pense aussi que c'est simplement parce qu'on a une culture de l'entreprise plus large qui ne permet pas à des figures entrepreneuriales d'incarner quelque chose. Enfin, avant, c'était le cas. Les Steve Jobs et autres, ils ont quand même été des grandes figures pendant longtemps. Et maintenant, je pense que comme on a un peu perdu la raison d'être de l'entreprise, ou en tout cas, on a du mal à comprendre quel est le rôle de l'entreprise dans un projet de société global, c'est difficile de faire émerger aussi des figures inspirantes dans ce monde-là, quoi. Merci. Jasmine, qu'est-ce que ça t'évoque, cet écart entre l'engagement et l'attachement, le désattachement des jeunes à l'entreprise, quand on sort d'un parcours académique avec des grandes écoles, etc. Un certain nombre de nos collègues se dirigent vers ces entreprises-là. Ça n'a pas été ton cas. Comment est-ce que tu peux nous le raconter ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur ce vendredi après-midi après le déjeuner. En effet, je pense que ta question est très importante, pardon, je me permets de te tutoyer, ta question est très importante parce que précisément, en fait, je ne représente absolument pas ma génération. J'ai eu le luxe d'avoir le choix. Et grâce à mes parents, grâce au travail qu'ils ont fourni, grâce à tout l'environnement dans lequel j'ai grandi, et ce choix-là, j'ai pu avoir cette crise de sens, cette question existentielle associée à une prise de conscience environnementale, que du coup m'a permis dès le départ de questionner quel travail, où je vais travailler. Et donc dans les études que j'ai faites derrière, d'entreprendre très facilement et aujourd'hui d'être à la tête d'une association qui travaille avec certaines entreprises du CAC 40. Et donc c'est pas possible à 27 ans si on n'a pas ce bagage-là. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que en parlant de jeunesse et des jeunes dont on parle, c'est important de ne pas confondre vos enfants ou moi ou nous avec cette jeunesse qui est plurielle par nature, qui est hétérogène. Moi, j'étudie plutôt la génération dite Z, donc c'est ceux qui sont nés entre 96 et 2010. C'est ceux qui ont été marqués par une entrée dans la vie active Covidée. C'est ceux qui connaissent les enjeux que Arthur mentionnait de notre époque. C'est une grande incertitude et puis c'est une grande détresse qu'on retrouve dans l'actualité en permanence, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière. Et donc je ne suis pas surprise des résultats de l'étude, le salaire. Pourquoi ? Parce que les emplois précaires, c'est une grande majorité sur la jeunesse. Parce que le taux de chômage, il est beaucoup plus fort chez eux. Parce que quand on parle de jeunesse, ce n'est pas que les étudiants des grandes écoles qui prennent la parole pour dire déserter, bifurquer, abandonner le système. Et je pense que c'est très important de ne pas confondre en fait, de quels jeunes on parle. Et après, pour réagir à ce que disait Arthur, moi, mon champ d'action, il est plutôt sur le qui va le faire. Et en l'occurrence, cette relève qui est dans l'intergénérationnel, quels seront les hommes et les femmes, les talents, partout dans la société, dedans, dehors, dans des grandes entreprises comme dans des petites, dans les associations, dans le secteur public et dans le privé, qui vont être en capacité physique et psychique, mais aussi en termes de compétences, que ce soit pour aborder la question environnementale, la transition démographique ou les nouvelles technologies ou le contexte géopolitique. En fait, il va falloir être en capacité d'eux. Et les tendances du marché du travail sur toutes les générations ne sont pas glorieuses pour faire un collectif de temps long engagé. Donc nous, on essaye de poser cette question, qui va le faire ? Et en l'occurrence, nous, qui dans l'entreprise, qui est notre territoire à nous, et on fait ça en l'étudiant, donc on est un observatoire avant tout du rapport au travail des générations, mais particulièrement de la jeune génération, et puis derrière, on agit surtout auprès des employeurs pour rentrer par cette question RH, pour ensuite la mettre au service des transitions, et auprès des jeunes aussi pour recréer ce dialogue indispensable, à mon avis, pour avancer. Merci. Florence, à vous de rebondir, à toi de rebondir, on s'est tutoyé tout à l'heure. À toi de rebondir, tu es particulièrement en contact avec des jeunes de quartiers difficiles. Quel regard ils portent sur l'entreprise ? Et voilà, envie, pas envie de rejoindre une entreprise traditionnelle ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Déjà, merci pour la question. Elle me fait un peu sourire parce que quand on va voir les entreprises, déjà la première chose qu'on leur dit, c'est il n'y a pas un jeune des quartiers, il y en a plein. Ils sont tous différents, ils ont tous des envies différentes. Leur envie, leur désir, leur vision du monde, elle est pas uniforme, elle est protéiforme. C'est hyper important de le garder en tête parce que parfois, on a vraiment l'impression, quand on parle aux gens, il y a un jeune des quartiers, mais ce n'est pas du tout le cas. Et puis,
La deuxième chose quand même qu'on leur dit, c'est qu'en fait les jeunes des quartiers, c'est des jeunes comme les autres, et que la plupart du temps, ils ont les mêmes envies que les autres. Parfois, on a le sentiment que quand une entreprise vient nous voir en proposant un CDI, ils nous font une fleur. Mais en fait, si le CDI ne répond pas à certaines conditions, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, les jeunes des quartiers, comme les autres jeunes, ils n'ont plus envie de juste travailler. Ils ont envie de travailler pour quelque chose. Donc ça, c'est peut-être la première des réflexions. Après, il y a quand même des tendances, des points communs qu'on peut observer dans notre quotidien, dans notre métier. La première chose, c'est qu'il y a une forme d'aversion pour certains métiers qui sont des métiers de la logistique, de la restauration, du service à la personne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu leurs parents faire les 3-8 au sacrifice et aux dépens peut-être de leur santé ou de la vie familiale, et que du coup, ils considèrent que c'est vraiment pas un modèle à suivre et que c'est pas une représentation du désirable qui leur convient. Et donc, ils vont vraiment un petit peu plus presque idéaliser les métiers de bureau, les métiers un peu propres. Et en plus, ils ont un peu cette sensation que derrière un bureau, si on a un métier de bureau, on va forcément bien gagner sa vie. Donc il y a cette forme d'idéalisation qui est intéressante à prendre en compte. Puis la deuxième tendance que j'observe quand même, c'est cette appétence pour les grands groupes, pour les grands noms, un peu comme L'Oréal, parce que ça représente le rêve un peu inaccessible. Les grands groupes et les quartiers, ils ne se rencontrent pas dans la vraie vie. S'il n'y a pas d'intermédiaire comme Sport dans la ville, alors je presse pour ma paroisse, mais il y a plein d'autres acteurs qui le font et qui le font très bien, mais s'il n'y a pas d'autres intermédiaires qui vont vraiment créer ces passerelles-là, ces grands groupes, ils ne se rencontrent pas. Donc ça représente ce rêve inaccessible, et c'est pour ça qu'ils vont aussi un petit peu le sacraliser. Après, les critères qu'ils vont prendre en compte... Je rejoins l'étude. Le critère numéro 1, ça va être le salaire. Et c'est évident que là, on est quand même dans un côté un peu revanche sur la vie. On a vu nos parents trimer, on n'a pas du tout envie de vivre ça. Donc moi, le critère que je vais choisir, c'est le salaire. Et c'est pas forcément le CDI, parce que peut-être que faire de l'intérim, ça va me rapporter beaucoup plus d'argent dans un premier temps. Puis le deuxième critère, qui là peut-être est un peu différent, c'est une forme... d'attachement géographique, parce qu'il y a un attachement familial extrêmement fort dans les quartiers, puis un attachement familial aussi très fort à leur quartier de manière plus générale. Et moi, je le trouve assez admirable de manière générale, mais c'est vrai que c'est aux dépens parfois de certaines opportunités de travail. Et pas plus tard que la semaine dernière, je réunissais les entrepreneurs qui font partie de l'accélérateur d'entrepreneurs dans la ville, donc ceux qui ont vraiment un potentiel de croissance, et je leur demandais leur vision du succès. Donc vous avez réussi si quoi ? Et il y en a 2 sur 10 qui m'ont dit « Je réussis, moi, si ma maman n'a plus besoin de travailler ». Donc c'est quand même très très chouette. Et moi, mon rêve maintenant, c'est que mes enfants disent la même chose. Merci. Arthur, sur finalement ce que recherchent les jeunes, et tes copains, cette tranche d'âge-là, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport aux critères qu'on évoquait tout à l'heure ? Qu'est-ce qui les fait vibrer au fond ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Est-ce que c'est plus de liberté dans la gestion de leur temps, de leurs activités ? Cette idée de faire en fait plus de choses ou plein de choses, peut-être qu'à une autre époque. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ? Moi, de là où je suis, ce que j'observe, c'est surtout une question de projet de société. C'est encore une fois, mais vers quoi est-ce qu'on va ? Parce que... Est-ce qu'on en a un, à ton avis ? Non, justement, moi j'en parle souvent et j'aime bien le dire avec mon grand-père qui a 93 ans. Et à chaque fois, la discussion est marrante parce que lui, il me dit, nous, dans les années 50, quand on demandait à n'importe quel gamin, c'est quoi les années 2000 ? Tous les gamins avaient des étoiles dans les yeux. Parce que, c'était les voitures volantes, l'énergie infinie, les gratte-ciel tellement hauts qu'on voit plus le sol. Et ça mettait évidemment l'humanité qui se remontait les manches et qui disait ça, on le veut ce futur, nous on veut vieillir dans ce monde-là. Aujourd'hui, quand on dit à un gamin c'est quoi 2080, bon déjà qu'on nous dit qu'il va y avoir des pannes de courant cet hiver, les voitures volantes et l'énergie infinie, c'est plus trop ça quoi. Les gamins ils vous répondent survivre quoi, au mieux de mieux, et ils vous répondent Mad Max. Et en fait, c'est à chier comme projet de société. On ne va pas embarquer les foules avec ça. On ne va pas donner envie aux jeunes de se dire « Putain, ouais, moi, je veux contribuer à ce monde-là, je veux vieillir dans ce monde-là. » Et je pense que c'est ce qu'on retrouve, en tout cas dans les projets comme Team for the Planet et tous les autres projets qui sont un peu engagés, c'est que les gens viennent parce qu'ils disent que ça marche ou pas, moi, je veux au moins avoir contribué à ce futur-là, parce que ce futur-là,
il me fait un peu plus rêver que tout ce que j'entends dehors, où on me dit clairement, bah non, t'as pas de futur, mec. Et donc c'est normal que les jeunes ils aient peut-être moins envie aussi de travailler ou qu'ils se concentrent sur le salaire ou sur certains indicateurs qui sont surprenants de prime abord quand on regarde l'étude, dans un contexte où on leur dit, vous n'avez pas de futur. Donc il faut absolument qu'on change ça et qu'on soit capable de proposer un avenir qui donne envie, parce que en fait c'est complètement débile cette tendance au fatalisme et au pessimisme en permanence. C'est contre-productif et en plus c'est autoprophétique, dans le sens où si on n'arrête pas de faire des films et de dire que l'avenir c'est Mad Max, malheureusement l'humain il crée ça, quoi. Et donc il faut absolument qu'on arrive à proposer autre chose et à dire non mais attendez, c'est n'importe quoi, on est tout à fait capable de proposer un futur qui est bien meilleur, et justement on a des très très bonnes raisons de changer de modèle, parce que notre modèle aujourd'hui il arrive à son seuil de contre-productivité. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont en déclin, il y a plein d'indicateurs primordiaux qui sont en déclin, la santé mentale elle chute. Et chez les jeunes, très particulièrement, c'est assez inquiétant. La santé tout court, l'espérance de vie aux États-Unis baisse pour la première fois. Le sens, on en a parlé, ça baisse. Enfin, il y a 1 million d'indicateurs importants qui ne montent plus. Donc ça veut dire que notre modèle de société, là, il faut le changer. Et c'est enthousiasmant. C'est cool. Moi, je suis content de faire partie de cette génération qui va peut-être pouvoir faire basculer ce modèle vers quelque chose d'autre et voir le passage d'un monde à un autre. En tout cas, je nous le souhaite, j'espère que c'est ce qu'on verra, et c'est pour ça qu'on se lève le matin, et je pense que les jeunes, ils ont au fond envie de ça, mais sans que ça soit sacrificiel comme ça l'a été pendant longtemps, où bah ouais, si t'es dans l'écologie, tu dois trimer, tu dois être en Sarwell et avoir des dreadlocks. Non, on peut faire des trucs et on peut être bien payé pour contribuer à ce monde de demain. Mais est-ce qu'on peut pas le faire dans les grandes entreprises ? Enfin, ce matin, on a eu des super exemples d'entreprises qui ont une vision, qui contribuent à une vision de la société qui va dans le sens d'un projet de société, en tout cas qui est constitutif d'un projet de société tel que tu l'évoques là. Finalement, pourquoi est-ce qu'on va chercher à... on a l'impression à un moment qu'on va être plus acteur dans des structures comme la tienne, par exemple, que chez Michelin ou chez Renault, pour ne pas les citer, dont on parlait ce matin ? Bah parce que je pense que les jeunes, ils sont pas dupes, ils voient bien que les grandes sociétés, elles sont engluées dans des mécaniques hyper complexes. Et en fait, c'est un peu, j'ai mes racines dans le siècle d'avant, et j'essaie de faire sortir 3 bourgeons dans le nouveau siècle. Mais ça marche pas, il va falloir rempoter. Et c'est ça le gros sujet. Mais c'est vrai. Et je pense que beaucoup de jeunes se disent, cette grande entreprise, elle va pas y arriver en fait. Ou en tout cas, elle travaille pas à vraiment faire ça. Donc je pense que le sujet est principalement sur le fait qu'il faut qu'on arrive à croire à ces capacités que pourraient avoir des grandes entreprises, parce qu'elles ont des moyens énormes pour le faire, à s'extraire d'anciens modèles pour essayer de proposer des nouveaux modèles. Et ça va être difficile. C'est sûr que ça va être difficile. Moi, j'en côtoie plein des chefs d'entreprise et je le suis moi-même. Je sais à quel point c'est infiniment compliqué. Mais on n'a juste pas le choix. Et en plus, on ne peut plus se permettre d'être timide ou être dans la demi-mesure. Donc il faut qu'on tente des trucs. Et je pense que les jeunes se disent, j'ai l'impression que c'est plutôt ces nouvelles structures qui tentent vraiment des trucs. Ok, merci. Jasmine, il y a un point sur lequel j'insistais tout à l'heure, qui est le manque d'attractivité de l'exercice des responsabilités dans l'entreprise, du management, d'avoir des gens dont on s'occupe, qu'on essaie de développer, de faire grandir. Comment est-ce que tu le regardes, ce point ? Quelles en sont les causes ? Qu'est-ce qu'il faut faire bouger en fait, dans l'entreprise pour que on recrée de l'attractivité en fait, aussi dans ces fonctions-là ? Elles sont primordiales pour faire grandir les entreprises et aussi pour augmenter l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société et le monde. Puis j'aimais bien ta question précédente, donc je vais faire 2 en 1. Déjà, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on a beaucoup parlé des métiers, des conditions de travail, de la mission depuis ce matin, et j'aimerais faire un petit sondage dans la salle de où vous vous positionnez dans tout ça. Si vous deviez choisir le critère le plus important pour vous, entre 1, la mission, 2, le métier, et 3, les conditions de travail, donc j'ai inclus dedans la localisation, le salaire, les personnes avec qui vous travaillez, etc. Lequel est le plus important pour vous ? Qui voterait pour le métier ? Pas tous en même temps, vous pouvez voter qu'une fois. Ensuite, la mission ? Et en dernier, les conditions de travail ? Alors, je fais beaucoup ce sondage. Le métier est normalement entre 0 et 5% de la salle. Ça en dit long par rapport à nos débats de ce matin.
La mission, en l'occurrence, c'est aussi parce que vous êtes un public plutôt dirigeant quand on le fait avec des publics plus managers ou plus jeunes, juniors dans leur vie professionnelle. On est plus sur les conditions de travail en général, donc ça reflète un petit peu. Mais ça peut nous interpeller déjà sur la place du métier et pourquoi on fait les choses et au service de quoi. Et là, je rejoins complètement Arthur sur sa réponse sur les grands groupes à investir ou non, sur quelles entreprises nous font rêver. En fait, ce matin, on n'a pas vu des entreprises qui ont une conviction forte de mission, on a vu des dirigeants. Et après, pour que ça se traduise jusqu'au dernier échelon et que tout le monde ressente cette volonté de bascule, une vision de société, là, on a du boulot. Et les jeunes, nous, on les interroge au quotidien. Ce qu'ils nous disent et ce qu'ils veulent, principalement, c'est 1, du respect et de l'écoute, et 2, de la simplicité. Au sens de, on veut la bonne information au bon moment par la bonne personne, c'est aussi simple que ça, et on se retrouve dans un flux d'incohérence, dans des difficultés de compréhension, dans une difficulté d'accès des personnes qui ont du pouvoir et de l'influence. Et donc, à quoi bon, vu l'actualité, de m'investir dans des organisations où je pense que je n'aurai pas d'impact, en tout cas que je ne visualise pas mon impact. Et l'échelle locale, elle a tout à gagner, en fait, de revenir à l'échelle d'une équipe, l'échelle d'un projet entrepreneurial, l'échelle d'une entité qui, c'est concret, c'est palpable. Ils ont besoin de concret, de palpable, de comprendre l'implication d'une activité, d'un métier, etc. Et donc, en l'occurrence, ça va passer par des nouvelles figures d'autorité, mais au sens de personnes qui nous permettent d'apprendre, le chef n'a pas disparu ou la chef n'a pas disparu. C'est simplement, on lui confère une légitimité différente qu'on a besoin de reconnaître, que ce soit sur la compétence ou sur la posture humaine, et on en parlait déjà ce matin. Et donc, comment est-ce qu'on revient à une échelle peut-être plus simple, plus atteignable, plus concrète, plus locale, et puis surtout un besoin de preuve très forte, parce qu'il y a besoin de cette cohérence entre le discours et l'action. Il y a besoin de comprendre où on met les pieds et que derrière ce soit traduit concrètement. C'est pas simplement faire des moments de réunion avec l'ensemble des collaborateurs et notamment les jeunes collaborateurs pour leur demander leur avis. C'est ensuite montrer qu'on a vraiment écouté. Et que même si on fait rien derrière, de faire du suivi et de parler de pourquoi on n'a pas fait. Et je pense qu'il y a besoin de revenir à des choses assez simples pour recréer ce goût du travail et surtout projeter dans un temps moyen-long terme pour ensuite créer des nouveaux modèles de société, des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles où on va pouvoir répondre à la question du qui va prendre votre place. Si on fait ce forum dans 30 ans, qui sera là ? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser, non pas pour la survie du forum en tant que tel, mais pour la survie de nos organisations et du modèle de société qu'on construit. Il va falloir certains qui prennent leurs responsabilités et certaines qui prennent leurs responsabilités au sens de chefs, de managers, de figures d'autorité. Pas tout le monde en a envie, pas tout le monde le pourra, mais il faut créer ces rampes de lancement en intergénérationnel parce que ce sera ensemble et ce n'est pas une classe d'âge qui va arriver à maturité en temps voulu. Merci. J'aime beaucoup cette Jasmine. Je me permets un aparté parce que je participais à je discutais avec des personnes qui ont créé un cursus qui s'appelle les organisations souhaitables. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il disait le facteur numéro 1 problématique dans les entreprises, c'est la dissonance cognitive entre ce qui est annoncé et ce qui se passe vraiment. Et il y a vraiment une logique de comment est-ce que je participe au processus de décision et puis comment je suis fière d'appartenir à cette entreprise. Tu as parlé de raison d'être. Qui ici peut se vanter d'avoir une raison d'être clairement affichée et disséminée sur tous les échelons de l'entreprise? En réalité, très peu de personnes le font. Et moi, j'ai un exemple concret. J'ai eu la chance d'avoir une marraine de promotion à Paris qui a créé une entreprise de services de ménage, donc plutôt un métier en tension. Qui a très bien marché. Et cette personne, je pense, l'entreprise qui a le moins de turnover de France. Les personnes sont fières d'avoir le t-shirt dans le métro. Pourquoi ? Parce qu'elle a redonné du sens au métier de service à la personne. Au lieu que les personnes ils viennent à 5h du mat et à 20h, pour que personne ne les voit, ils viennent la journée, ils ont leur nom, ils sont bien fringués, tout le monde les connaît, ils font partie de l'entreprise, le matériel, il est sur place. Donc, et en plus, ils ont poussé le vice jusqu'à faire en sorte qu'ils n'avaient pas à plus de 5 stations de métro de chez eux. Donc vous voyez, et aucun problème de turnover à ce dire-là, c'est juste dit comment je peux prendre un métier traditionnel, lui redonner du sens, le valoriser et faire en sorte que les gens se sentent fiers. Merci. Un mot peut-être sur le sujet du salariat.
Dans l'enquête, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une partie importante, c'est autour de 45% des interviewés qui ne voient pas le salariat comme un modèle attractif et porteur pour l'avenir. Qu'est-ce que toi qui œuvre intensément dans un univers plutôt d'entrepreneuriat et de création, quel regard tu portes sur ce chiffre? Ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat aujourd'hui, il est plutôt porté par la jeunesse. Il y a un indice entrepreneurial qui est créé, qui est mis en place tous les ans et qui montre qu'il y a un jeune de moins de 30 ans sur 2 qui aujourd'hui est dans une démarche entrepreneuriale. Ça veut dire j'ai créé, je suis en cours de création, j'ai l'intention de créer globalement. Ça, c'est un indice qui croît tous les ans et qui est surtout 2 fois plus élevé que pour les personnes de plus de 30 ans. Donc l'entrepreneuriat a le vent en poupe. En ce qui concerne mon public, c'est vrai que les jeunes que j'accompagne, ils vont entreprendre pour plusieurs raisons. Parfois, c'est des raisons qui les dépassent eux-mêmes. C'est plutôt de l'entrepreneuriat subi. J'ai un exemple concret d'un jeune que j'accompagne qui s'appelle Ahmed, qui vient de la Guillotière. C'est un enfant de la Guille, comme il dit. Et lui, il a créé une structure tout simplement parce qu'au moment où il a voulu trouver une alternance, il ne l'a jamais créée. Donc, il a créé sa propre boîte pour s'auto-alterner. Voilà. Bon, ça a marché un temps, les gens se sont rendus compte de sa supercherie, et puis après, il n'a pas eu son diplôme, mais il a une boîte qui marche. Donc bon, j'ai pas envie de dire ça marche, c'est un peu important. Et puis après, on a d'autres entrepreneurs qui quand même ont vraiment vu des plafonds de verre. Et je pense, de par leur parcours, concrètement, de par qui ils sont dans le monde de l'entreprise et qui se sont dit, allez, maintenant je vais dessiner, je vais prendre mon destin en main et je vais dessiner ma voie. Et puis il y en a qui ont des très belles carrières dans l'entreprise et qui tout simplement vont entreprendre pour des raisons qui sont, j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie de réaliser mes rêves ou j'ai envie de créer de l'impact aussi, ce qui arrive essentiellement. Maintenant, est-ce que le salariat, il est vraiment dépassé ? J'ai fait intervenir un jeune qui vient des quartiers à une cérémonie récemment, donc il vient des quartiers de Roubaix, lui s'appelle Stan. Il nous racontait à quel point aujourd'hui c'était vraiment un entrepreneur en réussite. Il a créé un concept de studio de coaching sportif individualisé. Il a ouvert dans 8 villes, il embauche 40 personnes. Et puis il conclut un peu en disant aujourd'hui je vis ma meilleure vie. Mais ma mère, elle me demande encore quand est-ce que je vais trouver un vrai métier. Il embauche 40 personnes. Donc, est-ce que le salariat est dépassé ? Le côté CDI, il est encore pour la tête des parents, des jeunes des quartiers, comme le symbole de la stabilité, le symbole de l'intégration. Mais en fait, il y a un vrai manque de rôle modèle de réussite et surtout de rôle modèle de réussite entrepreneuriale dans les quartiers. Et en fait, moi, mon rôle et notre rôle aujourd'hui, c'est pas de se dire si le salariat il est dépassé ou pas pour la jeunesse des quartiers, c'est de se dire en fait, il faut ouvrir le champ des possibles pour qu'ils aient le choix. C'est surtout ça qui est le plus important pour moi. Donc c'est pour ça qu'on se bataille pour créer des modèles de réussite qui sont issus de la diversité. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a un truc fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est que ce jeune-là, quand il va prendre la parole, il a beau avoir le faciès d'un jeune des quartiers, il a beau faire une faute d'orthographe à chaque post LinkedIn, true story, vraiment, il n'y en a pas une qui loupe. Et pourtant, quand les gens ils le regardent, ils ne le voient pas comme un jeune des quartiers, ils le voient comme un entrepreneur avant tout. Parce qu'en fait, le statut de l'entrepreneur, il prime sur les autres statuts. Donc c'est ça qui est quand même assez fabuleux dans la démarche. Jasmine, tu voulais réagir ? C'était simplement pour donner peut-être de la matière supplémentaire sur cette question du salariat. En fait, ce qui, au-delà du salariat, c'est en effet l'image et le pacte, entre guillemets, qu'était un CDI à l'origine. Donc stabilité, avantages sociaux, pérennité, carrière. En fait, c'est tout ça qui est remis en question. C'est pas le CDI en tant que tel, puisqu'en soi, on est libre de le quitter en 3 mois. Si on va dans la flexibilité, c'est pas ça qui est enfermant. C'est beaucoup plus la contrepartie de ce CDI, et on le voit, le deal n'est plus trop respecté. Après, ce qui est vrai, et c'est là où je rejoins complètement Florence, c'est que en fait, aujourd'hui, on a une multiplication d'emplois en même temps. C'est pas qu'on va faire plusieurs carrières au sein d'une vie, c'est qu'on fait plusieurs carrières en même temps. Et les chiffres, en fonction des pays, ils sont très différents, mais on est de l'ordre de 40% des jeunes de moins de 24 ans ou de moins de 30 ans, je crois, qui ont déjà 2 emplois en même temps. Pour une majorité, c'est parce que c'est choisi ou subi, mais pour certains, c'est je suis entrepreneur à côté, parce que je suis en intérim, et puis à côté, j'ai une autre activité. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont un rêve
d'être influenceur TikTok, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, les chiffres le prouvent. Aujourd'hui, on a déjà 2 emplois ou plus en même temps. Et donc, il faut aussi jouer avec ça. C'est que le salariat unique avec des clauses de non-concurrence et d'exclusivité, c'est peut-être ça qui est à remettre en question et de permettre ces pas de côté et de permettre d'apprendre en continu dans des champs différents. En tout cas, je pense que les chiffres ne démentent pas et il faut encourager toutes les formes contractuelles pour permettre cet engagement. Et je pense, je rebondis aussi, mais c'est aussi parce qu'on est dans un monde qui change, et c'est comme ça change en permanence, on ne peut plus appliquer les mêmes recettes qu'aux époques précédentes. C'est un peu comme le truc de je fais des études, j'acquiers un stock de connaissances et je me sers de ce stock de connaissances pour les 40 prochaines années. Ça n'a aucun sens. Enfin, quand on le regarde maintenant, on se dit comment c'est possible ça ? Ça ne peut pas, dans un monde qui change, exister encore. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on regarde un peu différemment ces mécaniques de salariat, CDI, etc., sans les dégrader, à mon avis, dans la façon dont on les regarde. Sur la dernière partie du temps qu'on a, je voulais qu'on revienne sur les enjeux de transition auxquels on fait face. On en a évoqué ce matin un certain nombre. En fait, une des questions qu'on peut se poser et qu'on évoquait aussi un peu tout à l'heure, c'est comment on change les choses à grande échelle, quoi. Comment est-ce qu'on fait changer les choses à grande échelle ? J'évoquais tout à l'heure qu'un certain nombre de ces jeunes générations est prêt à faire des trade-offs, enfin voilà, les 17% dont je parlais, qu'on pourrait appeler des entrepreneurs d'impact. Est-ce qu'en fait il faut s'appuyer sur ces gens-là ? Est-ce qu'il faut mieux mailler les entreprises et les structures comme les vôtres ? Enfin, comment on va faire changer les choses à grande échelle, Arthur ? Question simple. Franchement, j'ai presque envie de répondre en les faisant changer à petite échelle. Parce que je crois qu'il faut d'abord vraiment savoir pourquoi on fait quelque chose, être profondément aligné au sens de son ADN pour qu'on puisse avoir de l'impact, et donc ne pas imaginer qu'on va les faire changer à grande échelle, mais juste se dire qu'est-ce que je ferais absolument si j'étais tout seul, et si personne me suivait, je le ferais quand même. Et je pense que c'est ça qui peut derrière faire changer les choses à grande échelle. Moi j'aime bien dire aussi, on ne peut pas construire un building sur des marécages. Il faut des fondations solides pour pouvoir bâtir quelque chose qui puisse être important et qui puisse changer les choses. Et donc il faut se concentrer sur trouver son terrain constructible, l'endroit où vraiment on sent qu'on est aligné, qu'on est robuste et qu'on fera ce qu'on doit faire ici. Et je pense que c'est ça le principal facteur pour faire changer des choses, c'est de se dire, peu importe si je les fais changer ou pas, moi je vais le faire. Et dans l'écologie, on a tout le temps ça. Enfin, à chaque fois, on me dit oui, non mais attendez, vous faites des trucs, mais regardez les Chinois, regardez les Américains, regardez les riches. C'est vrai, mais en fait, si je peux le faire, je le fais. Et je pense qu'il nous manque ça. Jasmine ? Il a tout dit, non moi je reviendrai à cette question de simplicité dont on parlait tout à l'heure, de joie aussi, parce qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir. Il y a ce moteur-là qui est quand même de récit positif, et t'en parlais tout à l'heure, je pense qu'il est indispensable. Et puis de revenir à des choses très concrètes, très palpables, et se permettre de rêver. Et ça, avec la question des figures d'influence, et de permettre tous les formats d'engagement. Il y a un événement qu'on crée aujourd'hui, qui est que sur Paris, de l'association, qui était notre premier événement, qui s'appelle Cause Toujours. Pour Cause Toujours, tu m'intéresses, et on a mis en scène 7 jeunes, en l'occurrence, qui m'ont illustré cette façon de s'engager. Et donc, il y avait les entrepreneurs, mais comme il y avait les influenceurs, les personnes qui prennent la parole comme nous, qui aiment cet exercice et qui pensent avoir des choses à dire. Mais pour d'autres, l'engagement, ça se traduit très différemment. Ça se traduit par son métier, ça se traduit par du militantisme, ça se traduit par du faire concrètement sans en parler. Et en fait, je pense qu'il faut créer cette multiplicité de figures d'engagement pour que tout le monde y trouve son compte et se reconnaisse, et revenir à soi en fait, et à chacun qui agit de manière informée, parce que derrière il faut quand même avoir le bagage pour aborder les transitions dont on parle, que ça va être un gros chantier de pédagogie, de formation et de solidarité probablement aussi aux yeux des enjeux auxquels on fait face, de complexité, et donc de valoriser ces formes d'engagement et de créer de nouveaux récits. Mais il y a des récits où il n'y a pas qu'une façon de le faire, et je vois qu'on me caricature derrière, non c'est bon, de nouveaux récits, et d'être tous en fait des exemples, des exemplaires sur une vision du monde qu'on propose, et surtout très humble, parce qu'on peut changer en continuité et se remettre en question.
Est-ce que ça passe par des liens différents entre les générations? Est-ce que, en échangeant un petit peu avant aujourd'hui, là, tu me parlais d'une espèce d'appel à un nouveau pacte intergénérationnel. Est-ce que c'est une des clés aussi pour accélérer les choses que de travailler à un lien différent entre les générations? Mon champ d'action, c'est l'intergénérationnel, comme ça pourrait être tout autre champ de diversité. C'est simplement celui que nous on choisit pour agir. Je pense qu'il faut surtout remettre les gens ensemble et des gens différents. Différents dans leur vision du monde, dans leurs origines, dans leur genre, dans tout ce qu'on peut appeler différence. Et l'intergénérationnel particulièrement, il y a peu d'endroits en société où on fait de l'intergénérationnel aujourd'hui. Et l'entreprise ou le travail peut être un de ces derniers endroits. Et donc simplement de recréer, et c'est pas parce qu'il y a un chef au bout du couloir qu'on fait de l'intergénérationnel, hein. C'est vraiment créer des moments ensemble où on fait des choses ensemble, que ce soit un match de foot ou un vrai projet de transformation un peu audacieux. Et moi, c'est peut-être un peu naïf et optimiste, mais je pense qu'il faut commencer par remettre les gens ensemble et surtout créer les conditions du dialogue. Il ne suffit pas de réunir dans la même pièce les gens. Il faut aussi derrière créer des vraies capacités d'écoute, de savoir se mettre à la place de l'autre et savoir d'où vient son point de vue. Et si on n'est pas du tout d'accord, de recréer les conditions du dialogue, que ce soit entre certains PDG et certains jeunes, ou que ce soit entre le siège et le terrain, que ce soit entre les quartiers et le reste du monde. En fait, on oppose, on a créé cette binarité du monde. Je pense que ça commence par juste se parler. Et du coup, parlons-nous après, ça sera très agréable. Florence, sur ce sujet de faire bouger les choses à la grande échelle, qu'est-ce que ça t'évoque? Et qu'est-ce que ça, en quoi les jeunes que tu accompagnes peuvent aussi contribuer? La place de l'impact, elle est particulière pour la jeunesse des quartiers. Et je vais essayer de trouver les bons mots humblement, parce qu'en plus, moi, je ne viens pas des quartiers, comme vous pouvez le voir. Et j'essaye de parler, d'être leur porte-parole le plus humblement possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie tendance, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on en accompagne 200 entrepreneurs par an. Il y en a un tiers qui sont des entrepreneurs à impact, donc vraiment dans le cœur même de la raison d'être de leur boîte et de faire l'impact. Il y a 5 ans, c'était la moitié de ça. Donc la tendance, elle est là, elle est claire. Après, il y a quelques temps, j'ai parlé avec un des entrepreneurs qui a fait le programme il y a quelques temps et qui va très bien caractériser ce que je vais vous dire. Je pense que c'est le plus simple. J'ai échangé, c'est un entrepreneur à succès, il a créé 5 entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus de problèmes financiers pour les 20-30 prochaines années, parce qu'il en a revendu 2 d'entre elles. Et puis, la force des rencontres, la force des expériences aussi l'ont amené vraiment à se questionner sur ces enjeux du monde d'aujourd'hui, du monde de demain. Et il voulait me demander mon avis. Alors, il me savait engagé sur ces sujets-là. Moi, à titre personnel, je le suis beaucoup. En plus, là, je crois que je venais de finir la BD de Jean Covici, donc j'étais au sur-taquet. Et donc, du coup, je lui ai donné mon avis. Il l'a eu, il l'a cherché. Et je lui ai donné mon avis sur la place que... Enfin, voilà, je vous entends et je vous comprends et je suis tout à fait d'accord. Et je lui ai donné mon avis un petit peu franco, en disant, oui, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. C'est hyper important de faire attention à toutes les externalités qu'on peut avoir. Enfin, moi, je lui déballe l'ensemble de ce qu'on s'est dit, et puis il m'a écouté, et en fait il m'a dit au bout d'un moment, aujourd'hui je suis en capacité d'entendre et de comprendre ce que tu dis, mais si tu m'avais dit ça quand j'ai créé ma première structure, je me serais dit, mais pour qui elle se prend cette petite bourgeoise? Il m'a dit ça. Et en fait, il faut faire attention, parce qu'en fait, dans le chemin, lui en plus, alors il avait un contexte familial violent, il cherchait juste à exister en fait via l'entrepreneuriat au démarrage. Donc il y a quand même une logique dans la représentation un petit peu du monde de la jeunesse, des jeunes que j'accompagne, de rattrapage d'abord, et la notion de sens, de temps en temps, elle vient dans un deuxième temps. C'est la force des rencontres qui les fait se questionner, et pourtant, on ne peut pas le faire sans eux. Il faut le faire avec eux. Peut-être qu'ils intellectualisent un peu moins ces enjeux climatiques tels qu'on peut l'avoir, et pourtant c'est quand même eux qui le prennent de plein fouet, parce qu'il faut vivre une canicule dans les quartiers, il faut voir ce que ça veut dire. Par contre, sur les logiques, je pense, donc, mon rôle, ça va être beaucoup plus de les amener vers un cheminement de conscience. Ils peuvent prendre les choix qu'ils veulent, mais en conscience. Donc on va semer des graines, on va essayer de les amener à prendre conscience de ce qui se passe, et après ils en font ce qu'ils veulent, c'est leur choix, et j'ai fait la paix avec ça, je pense. Voilà. Merci. Il va être temps de conclure. Ce que je vous propose, c'est peut-être en 30 secondes chacun de nous dire, est-ce qu'il y a un mot de conclusion ou un conseil que vous voulez donner à l'assistance? Je vois que François est derrière moi, donc derrière moi, on va vraiment faire ça en 30 secondes. Je suis tolérant envers les jeunes. Peut-être Arthur pour conclure. Jasmine, un mot de la fin, un conseil
quelque chose pour conclure? Bah, écoutez bien ce que va vous dire Arthur, comme je sais qu'il a un message. Ok. Elle est forte, elle est forte. Non, mais en Passe l'occurrence, à si gauche. vous avez des entreprises et vous posez ces questions d'intergénérationnel et de qui va le faire, en tout cas, moi, je suis à disposition. On est dans toute la France et je fais ma pub aussi, mais parlons-nous. Ça sera un grand plaisir de réfléchir à ces enjeux et de le faire en toute palette de diversité, mais surtout écouter Arthur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se posent la question des enjeux de la diversité, qui ne savent pas encore comment faire, ou en tout cas, au niveau de DRH, au niveau des responsables RSE, c'est très ancré, mais ça ne découle pas sur la chaîne de valeur. L'entre-soi, ça tue toute la diversité, enfin, ça tue toute la créativité, pardon, ça tue toute la richesse. On a des managers, des témoignages de managers qui nous ont dit « Je ne me rendais pas compte qu'on pensait tous pareil avant qu'on intègre un de vos jeunes. » Voilà, gardez juste ça en tête. Merci Arthur pour terminer. Je crois qu'il y avait une page à projeter. Sans pression du coup. Oui, je mettrai la page juste après un petit mot de la fin, parce que nous, on a hacké un peu le truc avec une petite proposition que je vais vous faire. Mais juste, moi, je pense qu'il y a un sujet pour conclure qui est que, en fait, il faut aussi le voir comme une opportunité, ce changement. Et il y a eu la révolution Internet, ça a transformé notre monde. Ceux qui n'ont pas pris la vague en cours de route, ils ont fini un peu comme Brice de Nice, ça leur a tapé dans le nez, ça leur a pas fait du bien. Là, c'est un tsunami, c'est 100 fois plus gros, c'est 1000 fois plus gros. Et donc, il faut aussi se dire que c'est une belle opportunité de voir les choses autrement et que ça peut être vachement bien. C'est pas juste une cascade de contraintes. En fait, ça peut être beaucoup mieux que la façon dont on le décrit aujourd'hui. Et pour terminer, parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps des conférences, on a tout fait, toutes les fresques, on a dit 1 million de fois, il faut faire des trucs. Mais du coup, faisons des trucs. Donc nous, on va lancer à la fin de l'année avec Team for the Planet, à partir du 1er décembre, un grand challenge, un grand pari, parce qu'on a remarqué que c'est ça qui fonctionne le mieux, notamment sur les sujets de climat. Montrer des courbes, des chiffres, des statistiques factuelles, en fait, ça embarque pas. Par contre, lancer un grand défi à tout le monde en disant « Venez, on essaye avant le 31 décembre de créer la plus grande coalition d'entreprises au monde en réunissant 10 000 entreprises qui s'engagent pour le climat », ça, c'est cool, ça excite les gens et ça fait avancer les choses. Donc, c'est le challenge qu'on s'est lancé. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à faire participer un maximum d'entreprises et d'entrepreneurs. Donc, vous allez pouvoir voir passer ça pas mal sur les réseaux sociaux, j'espère, à partir du 1er décembre. Mais on aura besoin que tout le monde participe pour qu'ensemble, on lève 10 millions d'euros en un mois et qu'on permette à 10 nouvelles solutions d'ampleur pour décarboner de devenir mondial le plus vite possible. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous de ce grand challenge. Voilà, on va remettre le QR code, s'il vous plaît, pendant que François nous chasse de l'estrade. Un grand merci à tous les trois Merci pour Guillaume. vos interventions.